Le coup de feu retentit, mais c'est le silence qui révéla la vérité. Bienvenue dans Conte policier, je suis votre animateur Gaspard. J'aimerais connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à me dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Votre présence rend chaque mystère encore plus vivant. C'est parti. La foire d'été annuelle de St. Mary Mead était l'une de ces charmantes activités champêtres qui semblaient totalement épargnées par l'agitation du monde en général. Des tentes blanches flottaient sur la place du village, chargées de conserves, de courtes pointes cousues à la main et d'un assortiment vertigineux de produits de boulangerie en lice pour des prix. Les enfants se précipitaient entre les étals, le visage gluant de caramel, tandis que leurs parents erraient avec contentement, échangeant des potins et des colibets amicaux autour de tasses de limonade chaude. Au cœur de tout cela, comme le mât d'un navire au milieu d'une mer de banderoles, se trouvait le stand de tir nouvellement construit. Un ajout douteux cette année, gracieuseté du colonel Lucius Weston, un militaire à la retraite avec une vision bien arrêtée de la construction du caractère par le sport de compétition. Armé de carabines à air comprimé et arborant comme cible des canards métalliques à l'aspect plutôt alarmant, le stand a attiré une foule constante de jeunes hommes désireux de montrer leur adresse au tir, et de jeunes femmes désireuses d'être impressionnées. Miss Jane Marple, toujours aussi sereine dans une robe lavande et un chapeau de paille orné de violettes, regardait les débats depuis un banc en bois à l'ombre d'un orme centenaire. Ses aiguilles à tricoter claquaient régulièrement dans ses mains, et pourtant ses yeux bleu pâle ne manquèrent de rien, ni le visage rouge de la femme du vicaire qui murmurait avec urgence à sa sœur, ni le regard rapide et coupable échangé entre le docteur Mainwaring et Madame Alice Denholm près du stand de gâteaux, ni le regard lourd et plein de ressentiment du jeune Peter Ellison alors qu'il traînait derrière son frère aîné, plus prospère. « Nature humaine », murmura Miss Marple en lançant une autre rangée. « Cela ressemble beaucoup à un patchwork, un peu de propreté en surface et toutes sortes de nœuds emmêlés en dessous. » À 3 heures précises, une voix forte retentit au-dessus du brouhaha général. « Tous les concurrents du concours de tir, rassemblez-vous près de la tente. Le colonel Weston prononcera le discours d'ouverture. » La foule se rapprocha, une vague d'anticipation la traversant. Parmi eux se trouvaient plusieurs visages familiers. George Ellison, le fils aîné aux cheveux dorés de l'avocat local, Tom Denholm, dont la nouvelle automobile et les manières impétueuses faisaient parler de lui dans le village depuis des semaines, et Clara Breen, la pétillante maîtresse de poste qui scandalise certains avec ses pantalons audacieux et sa visée impeccable. Le colonel Weston, resplendissant dans une veste kaki ornée d'un ensemble impressionnant de médailles, s'éclaircit la gorge et prononça un discours décousu sur les vertus de la discipline, l'esprit britannique et l'importance d'avoir les nerfs solides face à l'adversité. Plusieurs des plus jeunes enfants s'agitaient. Madame Price Ridley, comme on pouvait s'y attendre, renifla de manière audible et marmonna à propos de fanfaronnade militaire. Le concours a commencé avec de nombreux applaudissements et rires. Les règles étaient simples. Chaque participant disposait de 3 tirs pour renverser le plus de canards métalliques possible. Les prix, une coupe argentée étincelante pour le premier prix et une grande boîte de biscuits au chocolat pour le deuxième, étaient disposés sur une table voisine. Coups après coups, des craquements aigus résonnaient étrangement dans l'air épais de l'après-midi. George Ellison, confiant et souriant, a abattu 3 canards proprement. Tom Denholm, arrogant mais moins habile, n'en a réussi que 2. Clara Breen, à la consternation de plusieurs hommes, les a renversés tous les 3 avec une précision, sans effort et un clin d'œil à la foule qui applaudissait. Miss Marple a mis de côté son tricot pour applaudir poliment, son esprit s'attardant sur les petits drames qui se déroulaient autour d'elle. Le rire forcé de Tom Denholm, le sourire fixe de George Ellison, les poings serrés de Peter Ellison. Des tensions villageoises ordinaires, peut-être, mais des tensions quand même. Puis, juste au moment où Clara recevait sa boîte de biscuits, un coup de feu fendit l'air, plus fort,
plus nette que tous les autres. Ce n'était pas le craquement. Mesurer des carabines à air comprimé, c'était quelque chose de plus lourd, de plus définitif. Pendant un instant, la foire parut retenir son souffle. Un enfant gémit. Madame Denholm laissa tomber son verre de limonade dans un fracas fracassant. Un pigeon, surpris du toit de la tente à thé, tournait frénétiquement au-dessus de nous, et puis les cris ont commencé. Au bord du green, près du chemin étroit qui mène à la prairie, un corps gisait, maladroit, contre nature, une tache rouge vif s'étendant déjà sur le blanc éclatant d'une robe d'été. Quelqu'un a crié le nom « Véronica », alors qu'un groupe de personnes se précipitait en avant, pour ensuite hésiter et reculer avec horreur. Miss Marple se leva, son tricot tombant oublié dans son panier. Son visage restait calme, presque grave, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule dispersée avec la détermination sans hâte d'une femme qui avait trop vu et compris la nature humaine pour paniquer. La victime, elle le vit immédiatement, était Veronica Drake, la fille vive et glamour du Major et de Madame Drake, revenue à St. Mary Mead il y a seulement un mois, après qu'une affaire scandaleuse à l'étranger se soit terminée par une disgrâce murmurée. Ses cheveux dorés s'étalaient autour de sa tête comme un halo, en contradiction cruelle avec le sang qui assombrissait son chemisier. Le docteur Mainwaring, appelé par des cris frénétiques, se fraya un chemin vers le front. Il s'agenouilla, vérifia son pouls, et après un long et lourd moment secoua la tête. « Mort », prononça-t-il sombrement. Il y eut une vague de sanglots et de halètements. Le colonel Weston aboyait pour réclamer l'ordre, sa formation militaire, se réaffirmant avec une brusque efficacité. « Personne ne doit partir. La police a été appelée. Tout le monde reste où vous êtes. » Les yeux de Miss Marple, perçants et clairs sous le bord de son chapeau, balayèrent la foule, notant l'horreur au visage blanc de Peter Ellison, la fureur aux lèvres serrées de Tom Denholm, les mains pâles et tremblantes de Clara Breen, serrant sa précieuse boîte de biscuits. Mais ce fut le regard échangé entre deux autres, si fugace que la plupart auraient manqué, qui attira son attention. Le docteur Mainwaring et Madame Alice Denholm, un regard chargé de quelque chose. De plus que de choc intéressant, pensa Miss Marple. Très intéressant, en effet. Le choc planait sur St. Mary Mead comme un épais nuage d'orage d'été, lourd et menaçant. La foire, si animée quelques instants auparavant, s'était dissoute en petites poches d'humanité, chuchotant et tremblantes. Les mères serraient leurs enfants contre elles, les éloignant du green avec des regards furtifs en arrière, vers la silhouette immobile, allongée au bord du chemin. Les banderoles colorées semblaient maintenant criardes, les joyeux canards peints sinistres, et l'odeur de pâtisserie de la tente à thé écœurante, nauséabonde. Conformément aux ordres du colonel Weston, la plupart des villageois sont restés près des tentes et des stands, même si l'esprit de fête avait complètement disparu. Les conversations bourdonnaient en murmures bas et pressants, serrés les uns contre les autres, comme des oiseaux effrayés. C'était dans de telles réunions que la spéculation, ce passe-temps favori de la vie villageoise, fleurissait le plus, furieusement. « J'ai entendu dire que c'était George Ellison », souffla Madame Price Ridley à Madame Bantry, les yeux brillants d'une excitation morbide. Le pauvre garçon n'a jamais été tout à fait bien dans sa tête, pas après cette vilaine affaire avec ses fonds universitaires. De la jalousie, sans aucun doute. « C'est absurde », renifla Madame Bantry, dont l'admiration pour le beau visage et les belles manières de George était bien connue. C'était Tom Denholm. Remarquez mes mots. Vous auriez dû voir la façon dont il regardait Véronica pendant le tournage. Jaloux et désespéré. La pire combinaison. D'autres avaient des théories différentes. Certains ont blâmé Clara Breen, laissant entendre sombrement qu'une femme méprisée pouvait être une créature dangereuse. Quelques-uns ont parlé d'étrangers vus flâner près du pré ces derniers jours, même si personne ne pouvait en nommer un seul avec certitude. Et toujours, il y avait le refrain murmuré. Qui aurait pu faire entrer clandestinement une vraie arme à feu à la foire? Comment cela s'était-il passé sous leur nez? Miss Marple
tricotant de nouveau sur ses genoux, mais ignorée par la foule des commérages, écoutait avec une sorte d'attention détachée. Comme toujours, elle a passé au crible les rumeurs, non pas à la recherche de faits, car les faits étaient rares dans de tels moments, mais à la recherche de petites trahisons d'émotions, de petites failles révélatrices dans le masque collectif du village. Pendant ce temps, le colonel Weston, commandant en tout point, avait pris sur lui d'organiser les choses jusqu'à l'arrivée de la police. Il a posté les jeunes Peter Ellison et Clara Breen près des routes principales, leur demandant sévèrement de surveiller tout véhicule quittant la zone. D'autres ont été invités à boucler la scène avec des cordes provenant du concours de tir à la corde, un spectacle incongru qui a en quelque sorte approfondi l'horreur. Le colonel lui-même se tenait près du corps, la poitrine bombée, la mâchoire si serrée que les veines ressortaient sur ses tempes. Le docteur Mainwaring restait à côté de lui, les bras croisés, le visage calme mais pâle. C'était près d'une demi-heure plus tard, lorsque l'inspecteur Craddock, l'officier fiable et à la voix lente de Much Benham, arriva avec 2 agents en uniforme à ses côtés. Son arrivée fut accueillie par un soupir de soulagement presque audible. Quelqu'un d'officiel était venu donner un sens à l'insensé. Le salut de Craddock au colonel Weston fut bref mais respectueux. Il s'agenouilla près du corps, examina soigneusement la blessure et se redressa en fronçant les sourcils. « Un seul coup, marmonna-t-il. À courte portée, à première vue. Nous aurons besoin d'une fouille approfondie de la zone. Douille. De balles, empreintes de pas, tout ce qui est inhabituel. » Il se tourna vers les villageois rassemblés, élevant la voix au-dessus des murmures anxieux. « Personne ne doit quitter le champ de foire avant d'avoir été interrogé. Nous recueillerons les déclarations de chacun d'entre vous. Si l'un d'entre vous a vu quelque chose, et je veux dire n'importe quoi, aussi petit soit-il, il ferait mieux de se manifester maintenant. » Il y eut un bruissement de mouvements inquiets. Plusieurs femmes s'essuyaient les yeux avec des mouchoirs froissés. Les hommes regardaient partout, sauf vers l'inspecteur. Miss Marple observait Craddock avec un mélange d'approbation et de légère inquiétude. C'était certes un officier solide, mais comme beaucoup d'hommes d'action, il serait enclin à rechercher des preuves directes et tangibles. Elle se doutait que la vérité, comme d'habitude, résiderait dans l'intangible. Un mot mal prononcé, un regard échangé, un silence trop soigneusement entretenu. Les déclarations ont commencé. Un par un, les villageois ont été conduits dans la tente de thé, transformée à la hâte en salle d'entretien. Miss Marple n'a pas été appelée immédiatement et elle a continué à observer la reconfiguration de l'ordre social de Sainte Mary, mise de manière subtile et révélatrice. Madame Drake, la mère de Veronica, était une figure effondrée de chagrin, à moitié soutenue par Madame Price Ridley et la femme du vicaire. Ses sanglots s'étaient adoucis en un gémissement sourd et aigu qui mettait les nerfs des villageois rassemblés à rude épreuve. Le major Drake, au visage rouge et tremblant d'une rage à peine contenue, faisait les 100 pas devant la cabine, de tir aboyant des ordres occasionnels à personne en particulier. George Ellison se tenait à l'écart, les mains enfouies dans ses poches, le regard lointain. Peter, quant à lui, planait incertain à proximité, jetant des regards furtifs sur le visage impassible de son frère. Tom Denholm avait complètement disparu pendant plusieurs minutes avant de réapparaître derrière l'une des tentes à bière, les cheveux ébouriffés, et une tache d'herbe fraîche sur une jambe de pantalon. Son explication, selon laquelle il était devenu malade à cause du choc, semblait assez plausible, mais Miss Marple remarqua les regards spéculatifs échangés entre les villageois. Quant à Clara Breen, la maîtresse de poste s'appuyait contre une table à tréteaux, les bras croisés, la mâchoire obstinément serrée. Il y avait une inclinaison provocante sur son menton que certains ont confondu avec de la culpabilité. Mais Miss Marple, toujours une lectrice avisée des visages humains, n'y a lu que de la colère et peut-être de la peur. Quand son tour arriva enfin, Miss Marple entra dans la tente de thé avec une grâce sans prétention. L'inspecteur Craddock, familier avec sa réputation,
sinon avec toutes ses capacités, l'accueillit d'un signe de tête poli. « Mademoiselle Marple, merci pour votre patience. Maintenant, pourriez-vous me dire où vous étiez lorsque l'incident s'est produit ?» Miss Marple joignit les mains sur ses genoux. « J'étais assise près de l'orme, inspecteur. Je tricotais. J'avais une excellente vue sur le stand de tir, mais pas sur le chemin qui mène au pré. »« Et tu as entendu le coup de feu ?» ?»« En effet. Il était tout à fait distinct des autres, plus lourd, plus pointu. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en balistique pour remarquer la différence. » Craddock sourit brièvement. « Non, je suppose que non. » Il feuilleta son cahier. « Avez-vous déjà remarqué un comportement inhabituel de quelqu'un? Des disputes, un comportement suspect ?» Miss Marple pencha la tête pensivement. Rien que l'on puisse qualifier de ouvertement suspecte. Mais l'émotion était vive, comme c'est si souvent le cas lors de ces événements. J'oserais dire que plusieurs de nos jeunes étaient tendus, dirons-nous. Des jeunes en particulier. Monsieur Peter Ellison semblait irrité envers son frère, même si ce n'est guère nouveau pour quiconque vit ici depuis plus de 15 jours. Monsieur Tom Denholm tentait de masquer une certaine anxiété derrière la bravade. Et Miss Clara Breen, eh bien, je n'appellerais pas cela de la jalousie précisément, mais elle était certainement déterminée à prouver qu'elle était l'égale, sinon la meilleure, de n'importe quel homme présent. Craddock griffonnait furieusement, même si Miss Marple soupçonnait qu'il considérait une grande partie de ses écrits comme de simples couleurs de village. « Y a-t-il autre chose, Miss Marple ?» Elle hésita très légèrement, puis dit « Il y a eu un moment après le coup de feu, inspecteur. Un regard, pas plus d'une seconde, entre le docteur Mainwaring et Madame Denholm. Cela m'a paru étrange. Mais bien sûr, ajouta-t-elle, doucement, les gens réagissent étrangement à une tragédie soudaine. » Craddock hocha distraitement la tête, classant déjà l'observation sous la rubrique « intéressant mais non urgent ». Il ferma son carnet avec un claquement. « Merci, Miss Marple. Si vous pensez à autre chose, faites-le moi savoir. » En retournant à son banc, Miss Marple réfléchit que les rouages de la justice, bien qu'admirables à leur manière, nécessitaient souvent un petit coup de pouce discret de la part de ceux qui sont plus sensibles aux subtilités du cœur humain. Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, projetant de longues ombres inquiètes sur le vert. Et dans ces ombres, Miss Marple le savait, se trouvaient les secrets qui avaient conduit au meurtre. La question n'était pas simplement de savoir qui avait tiré le coup fatal, c'était « pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et qui, parmi eux, avait finalement laissé le ressentiment, la peur ou l'ambition appuyée sur la gâchette ?» Elle reprit son tricot, les aiguilles claquant méthodiquement, tandis qu'elle tournait ces questions dans sa tête, certaine que dans les détails les plus petits, les plus ordinaires, les réponses finiraient par se révéler. Le lendemain matin, l'aube était grise et instable, comme si le ciel lui-même était réticent à jeter toute la lumière sur la tragédie qui était arrivée à St. Mary Mead. Une brume planait bas sur la place du village, adoucissant les contours des étals, abandonnés et des banderoles flottantes, désormais pathétiques dans leur désordre humide. Quelque part, un seul corbeau croassait tristement, son cri perdu dans l'air épais. Au presbytère, le révérend Léonard Clément se préparait à rendre visite à la famille Drake en deuil lorsque son petit déjeuner fut interrompu par l'arrivée de l'inspecteur Craddock, cahier à la main et expression sombre. En quelques minutes, la moitié du village savait que l'enquête sur la mort de Veronica Drake progressait et que des questions inconfortables étaient posées. Le colonel Weston avait fait un récit complet des événements survenus à stand de tir, ponctué de nombreuses expressions énergiques de désapprobation concernant le laxisme en matière de sécurité et les dangers du laxisme moderne. Le docteur Mainwaring, après avoir soigné l'effondrement de Madame Drake, avait confirmé que la mort était immédiate, la balle ayant transpercé le cœur de Veronica. Il croyait que le tir avait été tiré à une distance d'à peine une dizaine de mètres,
Une proximité qui provoqua de nouveaux frissons dans le village. L'arme elle-même n'avait pas encore été retrouvée. L'inspecteur Craddock, méthodique et constant, a commencé par interroger les jeunes les plus directement liés à la foire, George et Peter Ellison, Tom Denholm et Clara Breen, les appelant un par un dans la petite pièce bien entretenue que les agents de police s'étaient appropriés au presbytère. Miss Marple, comme toujours, n'était pas officiellement impliquée dans cette procédure. Pourtant, il était remarquable de constater combien de fois elle se retrouvait tout à fait par accident à proximité, réorganisant des livres de cantiques, aidant Madame Clement avec le grand livre de charité, réparant même une nappe d'autel effiloché avec ses points soignés et discrets. Elle a écouté, elle a observé, et elle remarqua beaucoup de choses que d'autres, absorbés par leurs fonctions officielles, négligeaient. Peter Ellison fut le premier appelé. Il est arrivé pâle et provoquant, ses vêtements froissés et ses yeux sombres. Sa déclaration, faite d'une voix tendue et plate, était assez simple. Il assistait à la noix de coco lorsque le coup de feu a été tiré, un fait corroboré par 3 autres villageois. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses manières, une fragilité, une colère réprimée, qui faisait doucement tourner l'esprit de Miss Marple. Le ressentiment, pensait-elle, est une chose dangereuse, surtout du ressentiment mêlé d'humiliation. George Ellison a suivi. Son charme facile semblait atténué, tendu sur les bords, lorsqu'il expliqua qu'il avait aidé le colonel Weston à organiser le concours de tir et qu'il venait tout juste de finir de distribuer les prix lorsque le coup de feu fatal retentit. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien vu d'inhabituel. Craddock, feuilletant ses notes, remarqua avec désinvolture « Miss Drake et vous étiez autrefois des amis proches, n'est-ce pas ?» George hésita, juste une fraction de trop. « Nous faisions, connaissance, » dit-il finalement, avant de partir à l'étranger. Miss Marple, assise près de la fenêtre, polissant une théière avec une attention étudiée, perçut le bref serrement de sa mâchoire, le scintillement de quelque chose, un regret, colère, à ses yeux. Vint ensuite Tom Denholm, se pavanant avec un air de nonchalance forcée. Il était, a-t-il déclaré, allé derrière les tentes pour prendre l'air après avoir perdu le concours de tir face à Clara Breen. L'humiliation, admet-il à contre-cœur, avait été brutale. « Vous n'êtes revenu sur le green qu'après le coup ?» demanda Craddock. « C'est vrai, dit Tom en redressant les épaules. Je n'ai rien entendu non plus, ça devait être trop loin. » L'expression de l'inspecteur resta neutre, mais Miss Marple remarqua la petite lueur d'amusement dans les yeux de Craddock. Ce n'était pas un mensonge intelligent. Le son était porté loin sur un terrain plat de village, et le tir avait été suffisamment fort pour faire sursauter les oiseaux et les faire voler. Clara Breen était la dernière. Elle entra vivement dans le presbytère, le menton haut, les bras balançant avec sa manière pragmatique. Sa déclaration était simple. Elle se tenait près de la table des prix, riant et acceptant les félicitations, lorsqu'elle a entendu le coup de feu. Comme tout le monde, elle s'était tournée instinctivement vers le son et avait vu Veronica Drake tomber. « Aucune dispute antérieure avec Miss Drake ?» demanda doucement Craddock. La bouche de Clara se tordit. « Rien ne vaut la peine d'être mentionné. Nous avons évolué dans des cercles différents, inspecteur. Elle pensait que la fille de la maîtresse de poste ne méritait pas son attention, voyez-vous. Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais pas de réelle méchanceté. » Miss Marple, écoutant attentivement, remarqua la distinction. Une fois les jeunes renvoyés, Craddock se rassit sur sa chaise et se frotta les tempes. « Des demi-vérités et des omissions, marmonna-t-il. Ils cachent quelque chose. Mais s'il s'agit du meurtre ou de quelque chose d'autre, je ne peux pas le dire. » Miss Marple, posant la théière, dit doucement « Les jeunes cachent souvent des choses pour des raisons qu'ils considèrent terriblement importantes, inspecteur. Fierté, embarras, romance, rien de tout cela n'équivaut nécessairement à un meurtre. » Craddock lui fit un sourire las. « De bons conseils, Miss Marple.
si seulement les preuves étaient un peu plus claires. Les preuves obligent rarement à se présenter proprement, dit-elle, ses aiguilles claquant déjà à nouveau. Il faut écouter et observer. La nature humaine est tellement cohérente, pour peu qu'on prenne le temps de la comprendre. Plus tard dans l'après-midi, une légère agitation a perturbé le calme fragile du village. Un garçon du coin, Harry, Moss s'est précipité vers le green, essoufflé, tenant un objet enveloppé dans un chiffon huileux. C'était un revolver. L'inspecteur Craddock l'examina sombrement. « Ce n'est pas une question militaire, a-t-il déclaré. Un vieux Webley, calibre .38, à en juger par son apparence. Harry Moss a expliqué qu'il l'avait trouvé sous une pile de caisses derrière le stand de tir, là où les vendeurs avaient stocké des fournitures vides. Il a été emballé à la hâte, comme si quelqu'un l'avait jeté précipitamment. Le revolver, confirma bientôt Craddock, avait tiré un coup de feu récemment. La balistique prendrait du temps, mais il n'y avait aucun doute. C'était l'arme du crime. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les villageois, déjà enflammés de suspicion et de peur, spéculaient désormais librement sur qui avait eu accès au stand, qui avait manipulé des caisses, qui s'était attardé près du green cet après-midi-là. Les doigts ont été pointés dans toutes les directions, contre l'humeur maussade de Peter Ellison, la disparition de Tom Denholm, la colère de Clara Breen, et même contre le sang-froid tendu de George Ellison. d'Adam Price Ridley, en grande forme, a déclaré au Women's Institute que l'arme devait appartenir à un étranger, personne de Hydromel Sainte-Marie, certainement, et que la foire avait été infiltrée par des éléments criminels. Venus de Market Basing à proximité, Miss Marple, sirotant son thé à la périphérie de cette dernière tempête, ne dit rien. Pourtant, elle réfléchissait profondément. Elle réfléchit à la découverte de l'arme, si bien trouvée, mais si mal cachée. Elle réfléchit au visage tendu des jeunes. Elle réfléchit au regard fugace et révélateur entre le docteur Mainwaring et Madame Denholm. Et elle réfléchissait surtout à la question qui ne cessait de la tarauder. Si le coup de feu était destiné à Veronica Drake, et Miss Marple le soupçonnait de plus en plus, quel secret avait-elle découvert? Quelle menace représentait-elle pour justifier un acte aussi final et désespéré? La réponse, pensa-t-elle, ne réside pas dans l'arme, ni même dans l'opportunité. Elle résidait, comme toujours, dans l'enchevêtrement des cœurs humains. Et tant que cette toile ne serait pas complètement dénouée, Miss Marple le savait, le village ne trouverait pas la paix. La découverte du revolver plongea le village dans un nouveau paroxysme de ragots. Le lendemain matin, l'air à St. Mary Mead était rempli de suspicions, chaque rumeur étant plus pointue que la précédente. Les théories poussaient comme de la mauvaise herbe, germant, s'enchevêtrant et s'épanouissant, sans la moindre preuve réelle. L'inspecteur Craddock, laborieux mais minutieux, avait ordonné à ses hommes de vérifier discrètement les alibis et les connexions. Pendant ce temps, il s'occupait de la sombre tâche consistant à identifier les suspects les plus probables. Avec le revolver trouvé si près du stand de tir et la mort de Veronica Drake survenant au cœur de la foire, il semblait évident que le tueur devait être quelqu'un de familier, quelqu'un qui pouvait se fondre dans l'agitation du village, sans se faire remarquer. Craddock pensait qu'il était sur le point de réaliser une percée. Miss Marple, qui observait les événements se dérouler avec une patience tranquille, était moins sûre. Le premier véritable objectif de l'enquête s'est porté sur Tom Denholm. C'était vraiment inévitable. Sa disparition brutale du champ de foire après la fusillade, son tempérament connu, son humiliation publique en perdant le concours de tir, tout cela se confondait pour dresser un portrait peu flatteur. Pire encore, un nouveau témoin s'était manifesté. La jeune Jenny Moss, la fille du laitier, qui affirmait en larmes avoir vu Tom derrière la tente à bière au moment du coup de feu, l'air très pâle et en colère. Convoqué une fois de plus au presbytère, Tom fit face aux questions de Craddock avec un mélange de défi et de peur maussade. « Je te l'ai dit », dit-il sèchement, passant une main dans ses cheveux déjà ébouriffés. « Je me sentais malade. Je ne pouvais pas supporter tout ce bruit et félicitations qui volèrent de partout. Clara,
Putain de Breen et sa visée parfaite. Quoi qu'il en soit, dit calmement Craddock, vous avez quitté la zone de tir sans en informer personne et vous étiez porté disparu au moment du meurtre. Maintenant, pouvez-vous produire un témoin qui vous aurait vu entre 3 heures et la découverte du corps? Tom fronça les sourcils. Non, je ne pensais pas être vu, n'est-ce pas? Et comment expliquez-vous que le revolver ait été retrouvé? Si près de l'endroit où vous avez disparu, les poings de Tom se serraient à ses côtés. Tu penses que je l'ai fait, n'est-ce pas? Dit-il d'une voix rauque. Vous pensez tous que je lui ai tiré dessus. Craddock ne dit rien, laissant le silence se tendre entre eux. Tom s'affala sur sa chaise, toute fanfaronnade disparue. Je n'ai pas tué Véronica. Je lui ai à peine parlé. Elle ne m'a jamais donné l'heure de la journée. J'étais en colère, oui, mais pas assez pour tuer. Ce fut une performance peu convaincante, et Craddock, voyant une opportunité de clôturer l'affaire rapidement, insista plus fort. La rumeur s'est vite répandue selon laquelle Tom Denholm était le principal suspect, et pour beaucoup dans le village cela suffisait. Jeune homme typique et impétueux, marmonna Madame Price Ridley chez l'épicier en secouant la tête. J'ai toujours pensé qu'il était un méchant, approuva Miss Hartnell. Remarquez mes mots, c'est toujours le genre auquel vous vous attendez, a déclaré M. Footy à la poste, qui avait un jour infligé une amende à Tom pour avoir roulé à vélo à travers le village. Pourtant, tout le monde n'était pas aussi convaincu. Clara Breen, debout dans un coin de la boulangerie, croisa les bras et dit froidement « Tom est peut-être un imbécile, mais ce n'est pas un tueur. » Peter Ellison a marmonné quelque chose d'indistinct et s'est dépêché lorsqu'on l'a interrogé. Tandis que George Ellison, toujours poli, a simplement souri et a dit « Ce n'est pas à nous de juger, n'est-ce pas ?» Miss Marple, assise à la fenêtre du Blue Boar devant son habituelle tasse de thé faible, notait toutes ses réactions avec intérêt. Selon elle, Tom Denholm n'était pas coupable, ou du moins non coupable comme le soupçonnait la police. Sa colère était réelle. Oui, son humiliation était authentique, mais l'acte de meurtre, calme, précis, délibéré, ne correspondait pas au tempérament de Tom. Tom aurait crié, injurié, peut-être même donné un coup de poing en public. Il n'aurait pas attendu tranquillement, se serait glissé derrière des tentes et aurait tiré un coup fatal depuis un endroit caché. Non, pensa Miss Marple, celui qui a tué Veronica Drake était quelqu'un capable de patience, quelqu'un qui pouvait porter un masque de calme, jusqu'à ce que le moment parfait vienne frapper. Elle observa donc et attendit pendant que l'inspecteur Craddock poursuivait son enquête officielle, rassemblant ce qu'il considérait comme des preuves accablantes. Une sorte de percée s'est produite plus tard dans l'après-midi, lorsqu'un agent de police fouillant le logement de Tom, une pièce délabrée au-dessus du garage, a découvert une boîte de vieilles munitions, de revolver, pas pour une carabine à air comprimé, pas pour une arme de sport, de vraies munitions de calibre .38 dans une boîte de conserve usée sous le lit de Tom. Cela semblait, à Craddock, le dernier clou du cercueil. « Expliquez ça », dit-il, posant la boîte devant Tom avec un bruit sourd. Tom le regarda, perplexe. « Ce n'est pas le mien, je le jure. Je ne l'ai jamais vu auparavant. » Les lèvres de Craddock se pincèrent. « Il a été trouvé sous ton lit. »« Je ne sais pas comment c'est arrivé là. » Tom protesta désespérément. « Écoutez, vous pouvez demander à n'importe qui. Je n'ai jamais possédé de vraies armes. » Miss Marple, apprenant cette découverte par la femme du vicaire, posa sa tasse de thé avec un petit tintement décisif. « Cher moi, dit-elle doucement, tout devient terriblement pratique, n'est-ce pas ?» Madame Clement, surprise, dit « Mais Jane, les preuves, vous ne pensez sûrement pas ?» « Je pense, dit Miss Marple en se levant pour récupérer son châle, que cette preuve qui arrive si soigneusement, attachée avec un nœud, doit être traitée avec la plus grande suspicion. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il piéger le pauvre? « Tom ?» demanda Madame Clément, véritablement perplexe. Miss Marple sourit doucement. « Pourquoi en effet ?» Pendant ce temps,
l'esprit collectif du village avait déjà pratiquement convaincu Tom. À l'heure du dîner, c'était une vérité acceptée. Tom Denholm avait tiré sur Veronica Drake dans un accès de rage jalouse face au triomphe public de Clara Breen. Le motif, les moyens, l'opportunité, tout cela était tellement bien rangé. L'inspecteur Craddock, bien que prudent de nature, éprouvait la même certitude pressante. Il a organisé l'arrestation officielle de Tom le lendemain matin, bien qu'il ait admis en privé au colonel Weston qu'il se sentirait mieux une fois que la balistique aurait confirmé que le revolver correspondait à la balle retirée du corps de Veronica. Le garçon ne peut pas avouer, a prévenu Craddock. Mais les preuves, eh bien, elles s'accumulent. Le colonel Weston grogna d'un air approbateur. Mieux vaut en finir avec ça. Les villageois sont comme les poules. Donnez-leur trop de temps pour ruminer et vous aurez une véritable émeute. Ce soir-là, alors que le village se préparait à s'installer dans une nuit difficile, Miss Marple était assise tranquillement, près de la fenêtre de sa chambre, tricotant intacte sur ses genoux. Elle avait observé la nature humaine pendant trop d'années pour croire aux réponses faciles. Elle pensa au déni abasourdi de Tom, aux munitions si bien trouvées, à l'enchevêtrement de regards, de tensions et de secrets qui se cachaient juste sous la surface. Et elle pensait aussi à Veronica Drake, la jeune fille en or, dont le bref retour à St. Mary Mead s'était soldé non pas par un triomphe, mais par la mort. Quelqu'un, Miss Marple le savait, voulait qu'elle soit réduite au silence. Et quelqu'un, semble-t-il, était prêt à sacrifier un homme innocent pour atteindre cet objectif. Le schéma devenait plus clair, pas encore complet, pas encore, mais plus clair. Elle se leva, tira ses rideaux pour se protéger de la nuit, lourde et murmura dans le noir. « Nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas, mes chers? Pas tout à fait là du tout. » Le lendemain s'est levé sous un ciel si clair qu'il semblait presque indécent après la gravité des événements récents. St. Mary Mead avait l'air fragile et défensif d'un village se préparant au scandale, volets plus serrés, salutations raccourcies, portes se fermant un peu plus vite. Ce n'était pas la culpabilité qui pesait sur la communauté, mais la peur que quelque chose de sombre et de laid s'enracine dans leur sol familier. Au presbytère, le révérend Clément a organisé des prières matinales pour une petite congrégation secouée, prononçant des paroles de réconfort qui sonnaient creuses, sur fond de suspicion murmurée. De l'autre côté de la place, au Blue Boar, la clientèle habituelle du petit déjeuner s'était considérablement réduite, à l'exception de quelques commères déterminés comme Madame Price Ridley et Miss Hartnell, penchés sur leur tasse de thé. Tom Denholm était assis dans le cachot du village, protestant de son innocence devant des oreilles de plus en plus sourdes d'heure en heure. L'inspecteur Craddock, pour sa part, avait l'air las d'un homme qui sentait que, malgré les preuves, l'affaire n'était pas aussi clairement résolue que les apparences le suggéraient. Miss Marple, un sac à tricot en bandoulière sur son bras comme une trousse de soldat, se dirigea vers le green. Il y avait une petite affaire qu'elle souhaitait régler avant que la journée ne soit beaucoup plus avancée, et une intuition à moitié formée mais persistante qui exigeait une poursuite tranquille. Au green, les restes de la foire étaient encore en train d'être déblayés. Quelques ouvriers amenés de Much Benham ont démonté la cabine de tir à coups de marteau et de pieds de biche. Les banderoles festives pendaient mollement et oubliées comme des drapeaux fatigués après une bataille perdue. Miss Marple se dirigea vers le site, s'arrêtant pour inspecter une caisse en bois battu laissée à côté du stand maintenant effondré. Elle se pencha lentement, plus lentement que ce dont elle avait vraiment besoin, et examina le sol. C'est là qu'elle l'a trouvé. Un fragment de papier ciré, pas plus gros que sa paume, enfoncé dans la terre humide. À première vue, cela semblait insignifiant, de simples détritus, facilement négligés, mais les yeux perçants de Miss Marple captèrent la moindre trace, de lettres tachées sur la surface. Elle sortit un mouchoir de son sac, souleva soigneusement le morceau sans le toucher directement, et le rangea. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'elle s'autorisa un petit signe de tête satisfait. Plus tard, confortablement assise dans son salon à Danemed, elle lissa le papier et l'examina correctement. Les mots, bien que décolorés et brouillés par l'humidité, étaient encore partiellement lisibles. Calib, et en dessous, une chaîne de chiffres, 38. Il s'agissait sans aucun doute d'une étiquette de boîte de munitions. Les yeux de Miss Marple pétillaient de tranquille satisfaction. Elle chercha un ouvrage de référence sur son étagère, l'arme de sport moderne, et j'ai passé un quart d'heure réfléchi à comparer mes notes. La conclusion, lorsqu'elle arriva, fut ferme. Le fragment d'étiquette n'était pas de fabrication britannique. C'était américain. Les implications se sont déroulées comme une fleur en papier dans l'eau. Le revolver utilisé dans le meurtre était un Webley, un pistolet standard pour de nombreux officiers britanniques, certes, mais également populaire à l'étranger. Une caisse de munitions fabriquée aux États-Unis suggérait un achat à l'étranger, ou peut-être un voyageur de retour. Miss Marple se rassit, le bout des doigts, pressés l'un contre l'autre. Veronica Drake était récemment revenue de l'étranger. Du continent, disaient certains, même si personne ne semblait savoir exactement où. Ce seul fait était révélateur. Plus suggestive encore était la question: comment une jeune femme déchue de la grâce de la société et fraîchement touchée par un scandale étranger était-elle devenue la cible d'un meurtre au cœur? De son village natal endormi, quelqu'un l'avait suivie jusqu'à chez elle, ou quelqu'un déjà chez lui avait des raisons qui s'étendaient à travers les océans. Il s'agissait d'un raisonnement délicat, et Miss Marple, habituée aux subtilités de la tromperie humaine, savait qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Pourtant, l'indice caché, ce petit bout de papier taché de boue, avait déplacé le sol sous ses pieds, et cela rendait la culpabilité de Tom Denholm encore plus improbable. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock, ignorant la découverte de Miss Marple, était occupé à poursuivre une autre piste d'enquête, cette fois axée sur le mobile. Il a convoqué George Ellison au presbytère pour un interrogatoire plus approfondi. George est arrivé impeccablement habillé. Ses manières étaient douces, posées, presque trop posées, pensa Craddock. « Vous étiez proche de Miss Drake avant qu'elle ne quitte le pays ?» demanda Craddock en observant attentivement le jeune homme. George haussa légèrement les épaules avec élégance. « Nous étions amis, rien de plus. »« Amis » répéta Craddock. « Des amis proches ?» La bouche de George se contracta en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Elle était très charmante, inspecteur. Très convaincante. Elle s'est confiée à toi. À propos de certaines choses. Elle était sous beaucoup de pression. » Craddock se pencha légèrement en avant. « Pression? De quelle sorte ?» George hésita. Ce fut la plus petite des pauses, mais Miss Marple, assise tranquillement dans un coin sous prétexte de réparer un livre de cantiques, la nota avec intérêt. « Financière, » dit finalement George. « Véronica a fait de mauvais choix à l'étranger. Elle est rentrée chez elle endettée dans l'espoir, je pense, de bien se marier et de régler ses affaires. » Un motif mercenaire pour le mariage, dit sèchement Craddock. Le sourire de George s'accentua. « St. Mary Mead n'est pas vraiment le terrain de jeu des millionnaires éligibles, inspecteur. Je soupçonne que Véronica s'en est rendu compte trop tard. » Et y avait-il, dit lentement Craddock, une quelconque relation entre vous et Miss Drake après son retour? George se raidit. « Non, je suis fiancé à une autre. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent un instant. C'était une nouvelle, pas connue du public et certainement pas des rumeurs au Women's Institute. « Et qui est cette dame ?» demanda Craddock d'un ton léger. Encore une hésitation. « Clara Breen, » dit George. « Nous ne l'avions pas encore annoncé. » Les implications se sont propagées comme un caillou jeté dans un étang immobile. Clara Breen, la maîtresse de poste vive et déterminée, qui avait si facilement battu George et Tom au stand de tir. Clara, qui semblait inhabituellement tendue depuis le meurtre, Miss Marple reprit sa couture avec calme et délibération, cachant sa satisfaction. Un motif donc de jalousie, ou de peur,
Si Veronica Drake était revenue, déterminée à reconquérir son ancien copain, qu'aurait-elle pu être poussée à faire? Ou qu'aurait pu faire George, craignant un scandale qui pourrait menacer ses respectables fiançailles pour se protéger? L'inspecteur Craddock, bien que toujours concentré sur Tom Denholm, commença à sentir les premiers doutes s'installer dans son esprit. Cet après-midi-là, un visiteur inattendu arriva à Daneméad. C'était Madame Denholm, pâle et tirée sous son élégant chapeau-cloche. « J'espère que je ne suis pas gênant, » dit-elle faiblement. « Pas du tout, » dit chaleureusement Miss Marple en la faisant entrer. Assise près du foyer, Madame Denholm se tordit les mains sur ses genoux. Sa voix, quand elle arriva, était basse et pressante. « Je ne crois pas que Tom aurait pu le faire, » a-t-elle déclaré. « Je sais qu'il est imprudent, je sais qu'il a commis des erreurs. Mais un meurtre... Non, non, je n'arrive pas à y croire. » Miss Marple ne dit rien, laissant le silence faire ressortir la vérité. Les doigts de Madame Denholm se tordirent convulsivement. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » murmura-t-elle. « Avant de mourir, la nuit précédente, Veronica s'est disputée avec quelqu'un. Je l'ai vue, de ma fenêtre. »« OMS » demanda gentiment Miss Marple. Madame Denholm hésita, puis murmura le nom. « George Ellison. » Miss Marple écouta patiemment pendant que Madame Denholm murmurait la révélation explosive. « George Ellison, l'étoile brillante de St. Mary Mead, le fils d'un avocat bien élevé, le modèle de respectabilité poli, s'était violemment disputé avec Veronica Drake la veille de sa mort. C'était le genre d'information qui aurait pu, entre des mains maladroites, provoquer un scandale immédiat, un tollé ou pire encore la destruction d'une vie innocente si elles étaient mal utilisées. Mais Miss Marple, qui comprenait la délicatesse des affaires humaines mieux que n'importe quel ecclésiastique ou agent de police, se contenta de hocher doucement la tête et de caresser la main de Madame Denholm. « Vous aviez bien raison de me le dire, ma chère, » dit-elle doucement. « Et c'est tout à fait raison d'être prudent. » Madame Denholm, visiblement soulagée, s'essuya les yeux avec un mouchoir froissé. « Je ne savais pas quoi faire, » murmura-t-elle. Cela ne semblait pas important au début. Juste une querelle d'amoureux, pensai-je. Mais ensuite, quand elle a été retrouvée... « Oh, Miss Marple !»« Là, apaisa Miss Marple, vous avez fait tout ce qu'on pouvait espérer. » Alors que Madame Denholm prenait congé, toujours légèrement tremblante, Miss Marple se rassit sur sa chaise, les doigts croisés, son esprit se déplaçant rapidement. La dispute entre Veronica et George a ajouté une nouvelle dimension à l'affaire. Cela suggérait de la passion des enjeux de l'urgence. Tout cela qui accompagnait rarement un crime de sang-froid, à moins qu'il ne soit motivé par le désespoir. L'étape suivante, bien entendu, consistait à vérifier discrètement les informations. Et ainsi, plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a fait une visite apparemment informelle au bureau de poste. Clara Breen, comme prévu, était derrière le comptoir, triant rapidement les colis avec son efficacité habituelle. Pourtant, même la vivacité de Clara ne pouvait dissimuler les cernes sous ses yeux, la forme de sa mâchoire, les regards rapides qu'elle jetait vers la porte chaque fois que la cloche sonnait. Miss Marple acheta une feuille de timbre et discuta brièvement de la météo, de la prochaine fête des récoltes et des problèmes liés à l'approvisionnement en lait. Clara répondit poliment mais sans sa verve habituelle. Finalement, Miss Marple se pencha plus près et dit d'une voix parfaitement adaptée pour suggérer une inquiétude amicale, « Ma chérie, es-tu bien sûre de ne pas en faire trop? Tu dois être terriblement occupée et sous tension, pauvre enfant. » Pendant un instant, les yeux de Clara brillèrent, la fierté luttant contre la fatigue. Puis, avec un effort visible, elle se ressaisit. « Je gère, » dit-elle brièvement. Miss Marple sourit gentiment. « Je pense que c'est plus difficile, sachant que la police pose de telles questions. À propos de Tom Denholm et d'autres. » Les mains de Clara s'immobilisèrent. « Et d'autres » répéta-t-elle avec précaution. « Eh bien, on entend des choses, » murmura Miss Marple.
Je crois que l'inspecteur Craddock s'est intéressé au mouvement de George Ellison, par exemple. Le silence entre eux se resserra, fragile comme du verre filé. Finalement, Clara dit « George n'a rien à voir avec ça ». Les sourcils de Miss Marple se haussèrent très légèrement. « Vous en êtes bien sûre, ma chère ?» Clara rougit, sa voix basse mais urgente. « George est... c'est un homme bon. Il est soumis à une pression terrible, mais il ne ferait jamais, jamais quelque chose comme ça. » « Et la dispute avec Miss Drake ?» demanda doucement Miss Marple. Clara tressaillit. « Je suis au courant », a-t-elle déclaré. « Il me l'a dit. Véronica l'a menacée. » « L'a menacée ? » ?»« Oui, elle a dit qu'elle exposerait les lettres qu'il lui avait écrites il y a des années, des lettres stupides et affectueuses, mais compromettantes si elles étaient mal prises. Elle voulait de l'argent, sinon elle ruinerait ses fiançailles, ruinerait son avenir. Miss Marple a soigneusement digéré cela. Et est-ce qu'il lui a donné l'argent? Clara hésita. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Il ne le dirait pas. Mais elle était encore en vie le lendemain matin. Oui. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, dans les 24 heures, elle était morte. » Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle lissait inutilement le comptoir. « George n'est pas capable de violence, Miss Marple. Il ne l'est pas. » Le ton de Miss Marple était gentil, presque maternel. « Je suis sûr que tu le crois, ma chère. » Mais dans son cœur, Miss Marple n'était pas sûre du tout. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock découvrait que plus il approfondissait la vie des jeunes citoyens brillants de St. Mary Mead, plus la boue s'accrochait à ses bottes. George Ellison, lors d'un nouvel interrogatoire, a admis l'argument mais a nié toute menace. « Elle était désespérée, dit-il froidement. Elle pensait qu'elle pouvait me manipuler, mais je lui ai dit clairement que quoi que nous ayons voulu dire autrefois, cela ne voulait plus rien dire maintenant. Je n'étais pas sur le point de gâcher mon avenir. Et les lettres ?» Craddock appuya. Les lèvres de George se sont amincies. « J'ai proposé de les racheter. Elle m'a ri au nez. Et après ça, je suis parti, a déclaré George. Je ne l'ai pas revu depuis. » Mais Craddock remarqua la tension dans sa voix, la colère à peine dissimulée. Il a pris note de faire vérifier l'alibi de George pour l'après-midi, bien que le chaos de la foire ait rendu difficiles les horaires précis. À cela s'ajoute une autre découverte troublante. Le revolver, selon les premiers rapports balistiques, n'avait pas été tiré par quelqu'un qui n'était pas familier avec les armes à feu. Le tir avait été net, direct et confiant. Qui, parmi les villageois, a vécu une telle expérience? Le colonel Weston, bien sûr, et quelques autres d'autrefois. Mais parmi la jeune génération, George Ellison avait servi brièvement dans un régiment territorial avant d'abandonner l'idée d'une carrière militaire au profit du droit. Un fait qu'il avait négligé de mentionner lors des premiers entretiens. Ce soir-là, alors que les dernières lumières s'éteignaient sur le village, Miss Marple reçut un deuxième visiteur. C'était Peter Ellison, le frère cadet de George, celui qui était négligé, celui qui ressentait du ressentiment. Il mélangea sa casquette entre ses mains, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu, marmonna-t-il. Seulement, je n'aime pas la façon dont les choses se passent. Entrez, Peter, dit gentiment Miss Marple. Prends une tasse de cacao. Dis-moi ce qui te tracasse. » Autour d'une tasse fumante, Peter a avoué, maladroit et hésitant. « J'ai vu George ce jour-là, a-t-il déclaré. Après le concours de tir, il n'était pas avec le colonel comme il l'a dit. Je l'ai vu faire le tour par derrière, près du pré. »« Et quelle heure était-il » demanda gentiment Miss Marple, juste avant le coup de feu. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre » Pierre hésita. Quelqu'un se disputait. Des voix s'élevaient, mais je n'arrivais pas à distinguer qui. « Et tu ne l'as pas dit à la police ?» Le visage de Peter brûlait de honte. Je pensais, eh bien, George est mon frère, n'est-ce pas? Et tout le monde était déjà déterminé à blâmer Tom. Miss Marple hocha lentement la tête. Et pourtant tu es venu maintenant.
Peter avait l'air misérable. Je ne pouvais pas le supporter. Tom pourrissait dans une cellule alors que peut-être que ce n'était pas lui du tout. Miss Marple sourit doucement et lui tapota la main. « Tu as fait une chose courageuse, Peter. » La bravoure, Miss Marple le savait, prenait souvent des formes plus discrètes que les médailles ou les défilés. Parfois, c'était l'acte simple et douloureux de dire la vérité. Et maintenant, elle en avait enfin assez pour agir. La toile. Le secret se resserrait. La structure était presque achevée. Il était presque temps pour Miss Marple de bouger. La révélation de Peter Ellison a laissé à Miss Marple une énergie agitée peu commune, même pour elle. Ce n'était pas seulement que l'alibi soigneusement préparé de George Ellison avait été brisé, ou que les mensonges entourant la mort de Veronica Drake commençaient à se dévoiler. C'était le sentiment que quelqu'un, sentant le danger, pourrait se préparer à agir à nouveau. Ainsi, tôt le lendemain matin, Miss Marple rendit une visite discrète à l'inspecteur Craddock. Elle le trouva au presbytère, penché sur une table jonchée de notes et de rapports, son écriture normalement soignée devenant de plus en plus agitée à chaque nouvelle page. Lorsque Miss Marple exposa doucement les aveux de Peter Ellison, Craddock se rassit lourdement sur sa chaise, l'expression sombre. « D'abord Tom Denholm, marmonna-t-il. Maintenant George Ellison, et tous plus enchevêtrés les uns que les autres. Cela arrive souvent ainsi, dit placidement Miss Marple. La vérité résiste à être soigneusement emballée. Craddock se frotta pensivement la mâchoire. Si George était près du pré juste avant le tir, et si Veronica le faisait chanter, il laissa la phrase s'éterniser. Les implications étaient assez claires. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, je me demande si nous voyons bien le tableau dans son ensemble. George Ellison a peut-être menti, oui, mais les mensonges cachent souvent de nombreuses sortes de peurs, inspecteur. Pas seulement la peur de la culpabilité. Craddock soupira. Tu penses qu'il est innocent? Je pense, m'a déclaré Miss Marple, que les apparences sont terriblement trompeuses, particulièrement en matière de cœur. Avant que Craddock ait pu répondre, on frappa brusquement à la porte. C'était l'agent Jenkins, le visage rouge et essoufflé. « Monsieur, vous feriez mieux de venir vite. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Craddock en se levant aussitôt. « Il y a eu une autre fusillade, monsieur, près du pré. » Le tricot de Miss Marple glissa de ses genoux. Elle se leva, étonnamment vive pour son âge. Une autre fusillade. Nouvel acte de violence dans leur paisible village. Le modèle, semble-t-il, n'était pas encore terminé. Au moment où ils atteignirent le pré, la moitié du village était déjà là, regroupée en nœuds anxieux le long des haies. Le colonel Weston, appelé en toute hâte de chez lui, aboyait des ordres pour tenir les badauds à distance. Au centre de l'agitation, affalée contre le muret de pierre qui bordait la prairie, se trouvait une silhouette vivante, mais se tenant l'épaule, de douleur. C'était Peter Ellison. Du sang tachait sa veste et son visage était pâle de choc. Un agent était accroupi à côté de lui, appliquant un bandage de fortune arraché de sa propre chemise. Craddock s'agenouilla rapidement à côté du garçon. « Que s'est-il passé, Peter ?» Peter grimaça, respirant lourdement. « Je marchais dans la prairie, comme toujours, et quelqu'un m'a tiré dessus. Depuis les arbres, je pense. As-tu vu qui c'était ?» Peter secoua misérablement la tête. « Trop vite. J'ai juste entendu le coup de feu, puis j'étais à terre. » Miss Marple, arrivant sur les lieux à pas plus calme, observa attentivement. La blessure, bien que sanglante, était superficielle, un coup de feu rasant et non mortel. Un avertissement peut-être, ou une tentative de faire taire qui a échoué. Craddock, le visage sombre, ordonna de boucler la prairie et de lancer une recherche approfondie. Mais Miss Marple savait déjà que le tireur aurait pris la fuite, se faufilant à travers les arbres et les haies, tandis que l'attention du village était rivée sur le garçon blessé. C'était une décision audacieuse que de tirer un deuxième coup de feu si peu de temps après le premier meurtre. Audacieux ou désespéré. Et le désespoir, Miss Marple le savait, rendait souvent les gens négligents.
Plus tard, au presbytère, Peter Ellison était assis enveloppé dans une couverture, sirotant une tasse de thé brûlant. Craddock, sévère, mais doux, reprit sa déclaration, obtenant des détails du garçon effrayé. Miss Marple écoutait silencieusement depuis son coin, notant non seulement les paroles de Peter, mais aussi les tremblements dans ses mains, les éclairs de souvenir passant sur son visage. « Il y avait quelque chose, dit Peter avec hésitation après un long silence. Juste avant le tir, une odeur. » Craddock se pencha brusquement en avant. « Une odeur. Oui. Du tabac. Fort. Celui qu'on fume dans les pipes. Il venait des arbres. » Craddock fronça les sourcils. « Tu es sûr ?» Peter hocha la tête. « J'en suis sûr, mon oncle fume la pipe, je connais l'odeur. » Les yeux de Miss Marple s'éclairèrent. Tabac à pipe. Un détail petit mais important et qu'elle avait déjà observé à sa manière calme et discrète. Le colonel Weston fumait à la pipe. Le docteur Mainwaring aussi. Et si l'on en croyait les vieux potins, le major Drake, le propre père de Veronica aussi, même si peu de gens l'avaient vu s'y livrer depuis la récente maladie de sa femme. Une liste courte, mais significative, parce qu'aucun des jeunes suspects ne fumait la pipe. Seulement l'ancienne génération. Avait-il peut-être regardé dans la mauvaise direction? À la tombée de la nuit, une nouvelle tempête se leva sur St. Mary Mead. Des nuages noirs roulaient sur les basses collines. L'air était chargé de tension. À Danemead, Miss Marple se préparait pour ce qu'elle soupçonnait être l'acte final du drame. Elle rédigea une série de notes courtes et polies et les envoya par le garçon de course du vicaire à 3 personnes spécifiques. Le colonel Weston, le Dr. Mainwaring et le major Drake. Les notes étaient identiques. Thé à Danemead, demain à 4 heures. Votre présence serait grandement appréciée. Une invitation décontractée, mais soigneusement chronométrée. Miss Marple avait l'intention de tendre son piège, non pas avec des accusations, ni avec la force, mais avec gentillesse, et avec la simple et irréfutable force d'observation. Après tout, c'est la nature humaine qui révèle la vérité. Et la nature humaine, Miss Marple le savait, ne se dissimulait pas si facilement sous une conversation polie. Le lendemain après-midi, les 3 messieurs arrivèrent à Danemead, chacun avec une expression différente. Colonel Weston, fanfaron, mais curieux. Dr. Mainwaring, courtois mais méfiant. Major Drake, raide et sinistre, la bouche finement ridée. Miss Marple les reçut avec sa douce civilité habituelle, leur versant du thé, leur offrant des sandwichs et des scones, parlant du temps, des récoltes et du triste état du toit de l'église. Ce n'est qu'après une demi-heure confortable, pendant laquelle les défenses étaient bercées par des tasses de thé et des bavardages, que Miss Marple, à sa manière douce, a tendu son premier piège. « C'est tellement affreux, n'est-ce » ?« Pas, dit-elle, que le pauvre jeune Peter ait été attaqué hier. Les 3 hommes se raidirent légèrement. Je suis soulagée, a-t-elle poursuivi allègrement, qu'aucun préjudice permanent n'ait été causé, même si je comprends qu'il a mentionné une odeur de tabac à pipe sur les lieux. » Le colonel. Weston bougea sur son siège. Le docteur Mainwaring toussa. La tasse du major Drake claqua légèrement contre sa soucoupe. « Mais bien sûr, » dit Miss Marple, les yeux pétillants d'innocence, « beaucoup de messieurs apprécient une bonne pipe. Je suis sûr que cela ne veut rien dire du tout. » Le silence s'étira, inconfortable et épais. Et dans ce silence, Miss Marple l'a vu. La main du major Drake, tremblant très légèrement, tendant la main pour remplir inutilement sa tasse. Son visage était pâle sous son teint rougeâtre, un éclat de sueur au niveau de ses tempes, malgré la fraîcheur de la pièce. Ce n'est pas seulement la culpabilité qui l'a trahi, c'était la peur, peur de la découverte. Miss Marple sourit gentiment et lui offrit une assiette de biscuits. « Tu ne dois pas te blâmer, dit-elle, d'une voix si douce que les autres l'entendirent à peine. Quand on menace sa famille, on peut faire des bêtises terribles. » La tasse de thé du major Drake lui échappa et se brisa dans l'âtre.
Le son aigu et définitif sembla briser quelque chose en lui. Il se laissa tomber sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. « Ma fille » murmura-t-il d'une voix brisée. « Elle allait nous ruiner, tout exposer. » Miss Marple ne dit rien. Le silence était plus éloquent que n'importe quel mot. La confession, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, restait suspendue dans l'air, fragile, incomplète. Le major Drake était assis penché sur sa chaise à Ganymede, le visage enfoui dans ses mains, les fragments pointus de sa tasse de thé scintillant sur l'âtre comme de minuscules éclats de vie brisés. Le colonel Weston s'éclaircit la gorge maladroitement. Le docteur Mainwaring bougea sur son siège, regardant ailleurs que la silhouette effondrée de son ancien camarade. Miss Marple, en revanche, restait calme, presque sereine. Elle croisa simplement les mains sur ses genoux et attendit. C'était un principe qu'elle comprenait bien. Si une personne était prête à se décharger, la plus grande erreur était de pousser. Il faut simplement offrir le silence. Un silence dans lequel la vérité tomberait inévitablement. Finalement, le major Drake releva la tête. Ses yeux, injectés de sang et sauvages, se fixèrent sur les siens. « Vous ne comprenez pas, dit-il, d'une voix rauque. Tu ne peux pas comprendre. Elle allait tout détruire. » Miss Marple inclina légèrement la tête, modèle même de sympathie attentive. « Je suis sûre, dit-elle doucement, que tu pensais que tu n'avais pas le choix. » Le major Drake eut un rire brisé. Pas le choix, aucun choix. Elle avait des preuves, des lettres, des documents, des choses qui auraient gâché les dernières années de ma femme, nous auraient réduits au scandale et à la disgrâce. La voix de Miss Marple était si douce qu'elle perturbait à peine l'air lourd. « Et donc tu as décidé que Véronica devait être réduite au silence. Le voilà mise à nu. » Le major Drake tressaillit comme s'il avait été frappé, puis s'affaissa davantage sur sa chaise. « Je ne voulais pas que cela se produise à la foire, » marmonna-t-il. « Je pensais que je pourrais la confronter. Faites appel à elle. Suppliez-la de détruire les papiers tranquillement. » Et elle a refusé. Il hocha la tête brièvement et amèrement. Elle s'est moquée de moi. Elle s'est moquée de moi. Elle a dit qu'elle aimerait assister à notre chute. Et puis, le major Drake pressa ses poings contre son front. « Je ne m'en souviens pas, » murmura-t-il. « Je ne me souviens pas d'avoir dessiné le pistolet. Il était dans mon manteau. Une relique, un vieux Webley. Je le portais. Je ne sais pas pourquoi. Habitude. Peur. » Les yeux de Miss Marple étaient gentils mais perçants. « Et pourtant tu as visé, » dit-elle. « Et tu as tiré. » Le vieil homme frémit. « Oui. » L'admission tomba lourdement dans la pièce. Le colonel Weston se tenait raide près de la cheminée, son expression illisible. Le docteur Mainwaring bougea à nouveau, cette fois avec un inconfort visible. Miss Marple, qui tricotait maintenant tranquillement sur ses genoux, dit « Et après ?» « J'ai paniqué, » a déclaré le major Drake. « J'ai jeté le revolver derrière les cabines. J'ai essayé de l'essuyer, mais mon esprit était flou. Puis, je me suis enfui. » Et l'attentat contre Peter Ellison. À cela, la tête du major, Drake se releva brusquement, la confusion se lisant clairement sur ses traits. « Je n'ai rien à voir avec ça. Il a pleuré. Je le jure. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Il y avait alors bien plus qu'un simple acte de violence désespérée. D'autres secrets restent à découvrir. Lorsque l'inspecteur Craddock fut convoqué à Ganymede et entendit les aveux du major Drake, son visage se durcit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui parlait plus de lassitude que de triomphe. « Vous comprenez, » dit-il doucement, « que vous devrez venir avec moi, major. » Le major Drake hocha la tête d'un air creux. Il n'y avait plus de combat en lui. Pendant que Craddock escortait l'homme brisé depuis Ganymede, Miss Marple restait assise près du foyer, le regard fixe et pensif. Elle ne croyait pas aux résolutions simples. Et la deuxième fusillade, l'attaque contre Peter est restée inexpliquée. Si le major Drake n'avait pas tiré ce coup de feu, alors quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se cachait toujours parmi eux,
avait agi pour des motifs différents et dangereux. Le village, pensait-elle, n'était pas encore sûr. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait St. Mary Mead de douce, ombre violette, Miss Marple fit une promenade tranquille pour vider son esprit. L'air était frais et parfumé par les dernières fleurs de la fin de l'été. Les lampes brillaient chaleureusement derrière les fenêtres du cottage, et quelque part au loin, un chien aboyait une ou deux fois. Elle ne marchait pas sans but, mais avec détermination, vers la petite ruelle qui passait devant la maison Ellison. C'est là, sous les lourds arcs d'un nif, qu'elle rencontra George Ellison. Il sursauta légèrement en la voyant, puis tenta de sourire. « Mademoiselle Marple, dit-il, vous êtes dehors pour profiter de l'air du soir. »« En effet, répondit-elle agréablement. »« Et vous, monsieur Ellison ?» George bougea avec inquiétude. « J'avais besoin de temps pour réfléchir, a-t-il déclaré. Ça a été quelques jours difficiles. » Ils restèrent un moment silencieux, puis Miss Marple dit très doucement « Ce n'est pas le major Drake qui a tiré sur votre frère. » Le corps tout entier de George se tendit, une tension qui était indubitable même, dans l'obscurité de plus en plus sombre. « Je ne vois pas ce que tu veux dire, » balbutia-t-il. « Je pense que oui, » a déclaré Miss Marple. Sa voix était toujours douce, toujours gentille, mais elle portait le poids inflexible de la vérité. « Tu étais près du pré, George. Le jour de la foire. Tu t'es disputé avec Véronica, tu craignais d'être découvert, tu craignais la disgrâce. » La respiration de George s'accélérait maintenant, superficielle et paniquée. « Je ne l'ai pas tué, » dit-il avec férocité. « Je le jure, je ne l'ai pas fait. »« Je vous crois, » dit Miss Marple. George s'affaissa contre le tronc d'if, clignant rapidement des yeux. « Mais vous avez tiré sur Peter, » continua-t-elle doucement. « Vous pensiez qu'il vous avait vu, n'est-ce pas? Vous pensiez qu'il pourrait parler. » Et tout gâché. Des larmes jaillirent des yeux de George, des larmes de peur, de honte. « Je ne voulais pas lui faire de mal, » éclata-t-il. « Je voulais seulement lui faire peur, le faire taire. » Miss Marple ne dit rien. L'aveu était suffisant. George glissa pour s'asseoir par terre, enfouissant son visage dans ses mains. Il allait arrêter Tom Denholm, murmura-t-il, et je les ai laissés. Je les ai laissés parce que c'était plus facile. Miss Marple s'agenouilla soigneusement à côté de lui, ses genoux protestant contre le mouvement. Là, dit-elle, doucement. Tu as commis des erreurs, George, de graves erreurs. Mais il est encore temps de les corriger. Il hocha la tête, brisé. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock a procédé à 2 arrestations. Major Drake pour le meurtre de Veronica Drake. George Ellison pour la tentative d'agression contre son frère Peter. La nouvelle s'est propagée à St. Mary Mead comme une traînée de poudre, mais avec elle est finalement arrivée une étrange sorte de paix. Le village, après avoir regardé dans l'obscurité, pouvait entamer son lent retour à la vie ordinaire. Tom Denholm a été libéré, pâle mais disculpé. Peter Ellison, sa blessure déjà cicatrisée, rentra chez lui dans les étreintes soulagées de sa mère. Clara Breen est restée aux côtés de George. Même après tout, sa loyauté était féroce, même si elle était meurtrie. Et Miss Marple, sereine comme toujours, retourna à son tricot, à son thé et à son paisible jardin. Pourtant, elle pensait souvent à Veronica Drake et à la chaîne de ressentiments, de peur, de fierté et de désespoir qui avait conduit à sa mort. Le meurtre, pensait Miss Marple, n'est jamais né des seules grandes passions dramatiques. Le plus souvent, il s'agissait d'une lente accumulation de petites peurs, d'humiliations secrètes et de désespoir tranquille. C'était, à sa manière, aussi ordinaire et aussi mortelle que la lente et invisible pourriture au cœur d'un arbre. C'est 3 jours après les dernières arrestations que Miss Marple a accepté, avec une modeste réticence, d'assister au rassemblement. Au presbytère. Le révérend Clément, toujours pacificateur, avait suggéré un thé tranquille pour les personnes les plus impliquées, une sorte de clôture informelle
pour apaiser les nerfs à vif du village. Madame Clement a soutenu l'idée avec enthousiasme, déterminée à servir l'une de ces Génoises les plus fiables, et peut-être, même si elle ne le dirait jamais à haute voix, à convaincre Miss Marple de fournir une explication appropriée. Car si les rumeurs abondaient à St. Mary Mead, sauvages, déformées et souvent ridiculement inexactes, rares étaient ceux qui comprenaient vraiment la séquence complète des événements qui avaient conduit à la mort de Veronica Drake. Les villageois avaient besoin, voire aspiraient, d'une histoire cohérente, un moyen de donner un sens à l'obscurité qui s'était glissée de manière si choquante dans leur vie ensoleillée. Miss Marple, voyant cela, accepta d'y assister, mais elle le ferait comme toujours à sa manière. Le salon du presbytère était bondé mais ordonné. L'inspecteur Craddock et le colonel Weston se tenaient raides près de la cheminée, Madame Price Ridley et Miss Hartnell assises bien droites sur le canapé, Madame Bantry perchée dans l'expectative sur un pouf. Clara Breen était assise dans un coin, pâle mais posée, les mains étroitement croisées sur ses genoux. Peter Ellison se tenait incertain, près de la porte. Il y avait un air d'attente, de quelque chose d'inachevé attendant d'être résolu. Miss Marple, toujours aussi soignée dans sa robe gris tourterelle et son chapeau de paille, fut conduite au fauteuil d'honneur à côté du bureau du vicaire. Elle accepta une tasse de thé avec un murmure poli et, après quelques remarques, superficielles sur le temps et l'état des dahlias, croisa ses mains sur ses genoux. « Peut-être, » dit le vicaire après une pause, « notre chère Miss Marple aurait-elle la gentillesse d'expliquer comment elle a vu à travers les complexités de l'affaire. Il y a eu un regain d'intérêt immédiat. Même Craddock se pencha légèrement en avant. Miss Marple sourit doucement. « Il n'y a jamais eu un seul indice, tu sais, » commença-t-elle. « Pas une grande révélation dramatique. Il s'agissait, comme c'est si souvent le cas, d'un ensemble de petites choses. De petites observations qui, une fois rassemblées, formaient un tableau très révélateur. » Elle sirota délicatement son thé, puis continua. « Dès le début, il y avait des choses qui ne collaient pas. La mort de Veronica Drake semblait, à première vue, impulsive, un crime passionnel, peut-être commis par un jeune homme jaloux comme Tom Denholm. Mais la passion, dit-elle pensivement, est rarement aussi nette. Un crime passionnel laisse le chaos, le désordre, et très souvent des témoins. » Les villageois hochèrent la tête, certains murmurant leur accord. « Mais le coup de feu qui a tué Veronica était net, précis et délibéré, » a poursuivi Miss Marple. « Cela témoignait d'une familiarité avec les armes à feu et d'une main contrôlée. Tom Denholm, quels que soient ses défauts, n'était pas un jeune homme habitué à une telle retenue. » Elle regarda autour de la pièce, rencontrant brièvement chaque paire d'yeux. Puis est arrivée la découverte du revolver, trouvé trop facilement, trop mal caché, comme si quelqu'un voulait qu'on le retrouve, et qu'on le soupçonne là où il n'avait pas sa place. Madame Bantry haleta doucement. Madame Price Ridley grogna. « Et ainsi, dit doucement Miss Marple, j'ai commencé à regarder non pas qui avait la raison la plus évidente d'agir, mais qui avait le plus de raisons de cacher. » Un petit silence tomba, continua Miss Marple d'une voix égale. Les informations de Peter Ellison sur le tabac à pipe étaient particulièrement éclairantes. Très peu de jeunes fument la pipe de nos jours. C'est une habitude plus ancienne, associée à une certaine génération. Cela a considérablement réduit le champ. Elle fit une pause pour laisser cela pénétrer. « Et quand j'ai invité certains, messieurs, à prendre le thé, dit-elle les yeux pétillants, ce n'était pas une vaine hospitalité, c'était pour voir, pour observer, qui d'entre eux se trahirait sans qu'une seule accusation soit prononcée. Madame Hartnell émit un doux « Ah, de compréhension !» Le major Drake, dit doucement Miss Marple, était désespéré. Il avait dissimulé un grave scandale financier. Un scandale qui, s'il était révélé, aurait détruit non seulement sa réputation, mais aussi la paix qui restait de sa femme malade. Veronica Drake,
que ce soit par méchanceté ou par une véritable amertume, a menacé de le dénoncer. Et ainsi, se croyant coincé, il a agi. Il y eut un murmure de sympathie. Même Madame Price Ridley hocha solennellement la tête. Mais, dit Miss Marple en levant un doigt délicat, ce n'était pas la fin. Elle tourna son regard vers Clara Breen qui se raidit légèrement. George Ellison, dit doucement Miss Marple, craignait que ses propres indiscrétions avec Véronica, des lettres stupides et juvéniles, ne fassent surface, ruinant ses fiançailles et son avenir. Quand il a réalisé que Peter aurait pu le voir se disputer avec Véronica près du pré, il a paniqué. Il a tenté de faire taire Peter, pas fatalement, mais suffisamment pour l'effrayer et le faire taire. La pièce bougea, comme si elle absorbait physiquement le poids de la révélation. Clara Breen n'a rien dit, son visage était très blanc, et ainsi, conclut doucement Miss Marple, nous voyons le grand danger des secrets. Un crime, le meurtre, commis par peur et par désespoir. Un autre, l'attaque, commis par peur d'être découvert. Couche après couche, chacune se nourrissant de l'autre. L'inspecteur Craddock hocha la tête, l'air grave. « Et vous n'aviez aucune preuve, dit-il. »« Seulement une observation. » Miss Marple sourit modestement. « On n'a pas toujours besoin de preuves, inspecteur, seulement une compréhension de la nature humaine et un peu de patience. » Il y eut un silence respectueux. Puis Madame Bantry, toujours pragmatique, dit « Mais comment saviez-vous que ce n'était pas Tom Denholm après tout ?» Miss Marple rit doucement. « Chère Madame Bantry, la nature de Tom n'était absolument pas adaptée au crime. Il est impulsif, facilement blessé, mais pas calculateur. S'il avait été responsable, il aurait soit avoué dans un accès de remords, soit aurait fui le village. La mise en scène minutieuse des preuves contre lui était beaucoup trop méthodique. » Craddock grogna d'accord. C'était presque trop soigné, a-t-il admis. Miss Marple hocha la tête. « Et ça, dit-elle, c'est toujours un signe de danger. Le rassemblement s'est ensuite lentement dispersé, chaque villageois emportant sa propre mesure de compréhension, de tristesse, de soulagement. Peter Ellison s'attarda derrière, s'approchant de Miss Marple avec hésitation. « Merci, madame, dit-il maladroitement. Pour tout. » Miss Marple sourit et lui tapota la main. « Tu as bon cœur, Peter, dit-elle. Veille à le garder. » Il rougit et hocha la tête avant de s'éloigner précipitamment. Pendant que le vicaire et sa femme s'affairaient à nettoyer les ustensiles de thé, Miss Marple s'accorda un moment de tranquille satisfaction. Ce n'était pas un triomphe qu'elle ressentait, ni de la fierté. Il s'agissait plutôt du sentiment profond et constant que l'équilibre avait été rétabli, que sous la surface, au milieu des jardins, des haies et des ruelles ensoleillées, St. Mary Mead pouvait à nouveau respirer, pour l'instant. Parce que Miss Marple savait mieux que quiconque que le mal n'était jamais entièrement vaincu. Il dormait simplement, attendant, toujours aussi patient, qu'une autre occasion de s'éveiller. Dans les jours qui ont suivi la réunion du presbytère, St. Mary Mead s'est installée dans un silence qui n'était ni tout à fait normal, ni tout à fait chagrin. C'était le silence du sol après une tempête, détrempé, lourd, incertain s'il devait être reconnaissant, ou se méfier du ciel qui s'éclaircissait. La verdure du village, autrefois si vibrante sous les drapeaux flottants de la foire, ne portait plus que des taches boueuses, et les tristes traces de stand démontées. Une légère tache dans l'herbe, soigneusement frottée mais pas entièrement effacée, marquait l'endroit où Véronica Drake était tombée. Les enfants, habituellement insouciants et criards, jouaient ailleurs, leurs parents murmurant toujours des avertissements. La vie reprit son cours, mais l'air resta modifié, subtilement mais irrévocablement. À Dunmead, Miss Marple entretenait ses roses de fin d'été, les taillant avec des mouvements délicats et méticuleux, ses pensées tournées vers l'intérieur. Il en était toujours. Ainsi une fois une affaire close, un mélange de satisfaction tranquille et de réflexion mélancolique. La justice, elle le savait, était rarement pure, rarement simple.
Derrière chaque crime se cachent une douzaine de petits chagrins, des blessures suppurant sous des sourires polis, des blessures nées non pas de la méchanceté, mais d'une fragilité bien trop humaine. C'est ainsi que Miss Marple a coupé, taillé et coupé, donnant au buisson le soin et l'ordre que la vie refusait si souvent. Le major Drake attendait son procès, ses aveux étant indéniables. La rumeur s'est vite répandue selon laquelle il avait refusé l'assistance d'un avocat, au-delà de ce qui avait été désigné, ne montrant aucune volonté de se défendre. Miss Marple avait appris du vicaire, qui avait rendu visite au major, en détention, que celui-ci passait la plupart de son temps à lire à haute voix à sa femme, dont la santé avait continué à se détériorer. « Il y a quelque chose de noble là-dedans », avait dit doucement le révérend Clément autour d'une tasse de thé, même si c'est terriblement, terriblement triste. Miss Marple avait acquiescé. Elle a compris. La fierté, l'amour, le désespoir, tout cela s'entremêle dans un acte final et désespéré. George Ellison, après ses propres aveux, avait été épargné d'accusations criminelles pour tentative d'agression contre Peter, en grande partie grâce au pardon réticent de Peter et à l'intervention discrète de l'inspecteur Craddock. Mais la réputation de George était une autre affaire. Les fiançailles avec Clara Breen, qui faisaient autrefois l'objet de discussions parmi les marieurs pleins d'espoir du village, ont été discrètement rompues. Clara, à son honneur, la supportait avec dignité. Elle reprit ses fonctions à la poste le menton haut et les yeux résolument tournés vers l'avant, ignorant les regards sympathiques qui la suivaient. Miss Marple pensait qu'elle irait très bien. Le chagrin, comme les mauvaises herbes dans un jardin, pourrait être arraché et labouré avec le temps, et Clara Breen était faite d'une matière solide. Quant à Tom Denholm, il sort de son épreuve meurtrie, mais étrangement mûrie. On le voyait souvent maintenant aider la vieille Madame Hart chez l'épicier ou réparer le portail de l'église sans qu'on le lui demande. De petits gestes qui témoignaient d'une nouvelle humilité, d'une nouvelle conscience de lui-même dans le monde. Miss Marple soupçonnait que cette expérience avait mis quelque chose en place chez le jeune homme, un certain sens des proportions qui manquait souvent à la jeunesse imprudente. On disait même, à voix basse, timidement, qu'il avait commencé à rendre visite occasionnellement à Edith Moss, la joyeuse fille du laitier. « Un bon mariage si cela se produit », dit Miss Marple à Madame Clément, tandis qu'ils préparèrent des conserves pour la fête des moissons. Parfois, l'adversité amène les gens sur la bonne voie, même s'ils y tombent par hasard. Madame Clément sourit et ajouta une autre cuillerée de confiture dans la marmite. Le comité de la foire, honteux mais déterminé, a annoncé des plans pour un événement beaucoup plus calme l'année prochaine. Pas de cabine de tir, pas de compétition impliquant des armes, et peut-être, a osé Miss Hartnell, pas de compétition du tout. Miss Marple, lorsqu'on lui a demandé son avis, s'est contentée de sourire. Peut-être, dit-elle, ce ne sont pas les concours qui sont dangereux, mais les cœurs qu'on y apporte. Son commentaire a été cité, et mal cité, pendant des semaines par la suite, alors que septembre avançait vers octobre. Un silence doré tomba sur le village. Les feuilles devenaient ambrées et rouges le long des allées. La fumée s'échappait doucement des cheminées, et le tumulte des moissons remplissait les champs d'un parfum de terre et de fruits. Il aurait peut-être été facile pour Sainte Mary Mead d'oublier. Oublier qu'une fois, il n'y a pas si longtemps, le sang avait taché l'herbe par le vert. Oublier que les secrets s'étaient cachés derrière des rideaux de dentelle et des salutations polies. Oublier que la peur et la honte ont poussé les voisins, les amis et même la famille à commettre des actes désespérés. Mais Miss Marple n'a pas oublié. Elle s'en souvenait, comme toujours, et elle regardait, pas avec suspicion, pas avec tristesse, mais avec la vue calme et claire de quelqu'un qui comprend que le mal n'est pas une armée d'envahisseurs, mais une graine dans chaque jardin, qui n'a besoin que du sol et du climat adéquat pour pousser. C'était pour cela
qu'elle taillait ses roses avec autant de soin, qu'elle entretenait son petit coin du monde avec une si douce vigilance, parce qu'il y avait toujours d'autres saisons à venir. Plus de jardin à garder, plus de cœur à comprendre. Un après-midi, alors que le soleil baissait sur le green et que le village se préparait pour le vêpres, Miss Marple s'assit avec le révérend Clément sur un banc près du lycée. Le vicaire, toujours pensif, parla doucement. « Je me demande parfois, Miss Marple, dit-il, si c'est une gentillesse, cette compréhension de votre part, voir si clairement dans les gens. » Miss Marple sourit, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. « Ce n'est ni de la gentillesse ni de la cruauté, a-t-elle déclaré. C'est simplement la vie. » Elle regarda passer un jeune couple en riant, les bras croisés. J'ai regardé Madame Pryce Ridley marchander des chrysanthèmes au stand de fleurs. J'ai regardé Tom Denholm et Edith Moss échanger des regards timides près de la vieille fontaine. La vie désordonnée, insensée, résiliente. Et pourtant, a-t-elle ajouté, il est très réconfortant de voir clairement, car si nous savons ce que sont les gens, nous savons comment mieux les aimer, ou comment leur pardonner quand ils le font. Le vicaire resta silencieux, puis hocha la tête. « Vous êtes une femme remarquable, Miss Marple. » Elle rit doucement. « Pas remarquable du tout, dit-elle. Juste très attentif. » Alors que les cloches de l'église commençaient à sonner dans la lumière déclinante, Miss Marple se leva, ajusta ses gants et se dirigea vers la petite église. Elle bougeait lentement, sereinement, sa silhouette petite mais inébranlable face au crépuscule grandissant. Derrière elle, le village de St. Mary Mead bouillonnait de vie, des rires d'enfants, un aboiement de chiens, le carillon d'une cloche de vélo. Un village comme un autre, un village qui dormirait cette nuit sous un ciel plus frais, marqué peut-être, mais toujours entier. Et Miss Marple, gardienne tranquille, dormirait également paisiblement, sachant que, pour l'instant, tout allait bien.